Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette question, votre magazine de la rédaction qui passe chaque dimanche à partir de 20h05 et le lundi à 9h juste en rediffusion. La ville de Kolwezi dans la province Tulle là-bas est confrontée à une insécurité sans précédent. Nous allons débattre, est-ce le gouvernement provincial a échoué de rétablir la sécurité? Est-ce un problème du ministre du secteur ou soit ce sont les forces de l'ordre qui n'arrivent pas bien sûr à maintenir la paix dans la ville de Kolwezi? Également, nous allons parler du dialogue inclusif qui a été convoqué par le président de la République, Félix Tshisekedi. Quels sont les préalables? Qui va réussir à imposer son agenda, sachant que Tshisekedi désire le changement de la Constitution. De l'autre côté, l'opposition ne partage pas le même avis. À l'est de la RDC, Corneille Nangaa continue en tout cas de se battre au sein de sa rébellion. Pour en parler, je reçois sur ce plateau les analystes politiques ainsi que la société civile. Monsieur Jacques Lemaire, salut et bienvenue. Salut Monsieur Chari et salut à mes deux co-débatteurs qui sont ici avec nous. Vous représentez la majorité dans ces débats. Monsieur Joao Domingo, vous êtes du mouvement citoyen Lucha. Bienvenue. Merci Chérif. Merci également à tous les auditeurs et les téléspectateurs qui vont devoir nous regarder. Je salue également mes co-débatteurs avec lesquels je passerai le reste du temps. Entre guillemets, est-ce que la Lucha existe toujours? Je suis là, je fais partie de la Lucha. Il y a des amis qui sont là. Donc la Lucha existe. Monsieur Silas Naouji, vous êtes cadre du parti politique Ensemble pour la République. Bienvenue dans ces débats. Merci beaucoup, Monsieur Chérif. Merci à mes co-débatteurs sur les plateaux. Merci aux auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Merci beaucoup. Voilà, nous allons commencer ces débats par jeter un clin d'œil sur l'actualité, parler de ce qui se passe à travers la République démocratique du Congo. Monsieur Jacques Lemaire, bien avant les deux sujets qui sont inscrits à l'ordre du jour, avez-vous une actualité particulière, un biscuit à partager avec les téléspectateurs et auditeurs? Oui, j'ai un biscuit à partager. Je viens de mon quartier, le quartier Luilou. Actuellement, il y a une tension avec les creuseurs. Apparemment, on a tué un creuseur dans leur lieu de travail et du coup, en l'amenant à la morgue, vous voyez les creuseurs avec tous les mouvements qui se passent, ils ont eu à paralyser la circulation. Il a été tué par qui? Par les sécurités d'une entreprise? Nous ne savons pas établir ici la responsabilité. Tout ce que nous savons, c'est qu'il y a un creuseur qui a été tué et le temps de l'amener à la morgue avec les creuseurs, leurs mouvements, ils ont paralysé la circulation. C'est comme ça que nous appelons à la responsabilité du ministre de l'Intérieur de pouvoir un peu calmer cette situation afin que la circulation revienne à la normale. Merci beaucoup, Monsieur Jacques Lemaire. Monsieur Joao Domingo, votre biscuit. Bon, moi, je vais parler plutôt des embouteillages. Depuis un temps, nous assistons à des embouteillages dont on ne connaît pas l'origine. Et ici, j'invite le ministre sectoriel de pouvoir se prendre en charge et faire correctement son travail afin de lutter contre les embouteillages. C'est quoi la cause de ces embouteillages? Nous avons des chauffeurs qui, malheureusement, ne sont pas bien identifiés parce qu'il y a un document qui doit tester que vous êtes chauffeur. Ouais. Et vous savez que depuis un temps, on n'a presque pas de permis. Et c'est n'importe qui peut se donner les luxes, taper ses luxes, de pouvoir prendre les véhicules et aller dans un sens. Nous avons également les motards qui ne sont pas recyclés. On ne sait pas exactement si le code de la route n'est pas appliqué aux motards et qui sont parfois à la base de tout ce que nous assistons comme embouteillage. Est-ce que ce n'est pas un problème de route? Il n'y a plus d'avenues secondaires? Oui, ça c'est aussi un élément qu'il faudra peut-être travailler dessus. Nous avons l'urbanisation qui pose problème, nous avons des constructions anarchiques qui parfois n'ont pas de débouchés pour permettre à ce que l'on circule librement. Merci beaucoup, Monsieur Joao Domingo. Monsieur Silas, votre biscuit. Merci beaucoup, Monsieur journaliste. Le biscuit, c'est le dossier de la route bypass. Nous sommes partis enterrer notre frère du Gupec, notre frère Roubous qui est décédé. Mon frère, ça ne va pas vraiment. La route en train d'arranger. Vous y entrez propre, vous sortirez sale plus que les creuseurs. Alors,
nous sommes en train de plaider à l'entreprise qui fait l'entretien de cette route-là, qui ait le courage de verser de l'eau pour que les maisons environnantes ne puissent pas avoir de saleté même à l'intérieur de la maison, y compris nous les passagers, nous souffrons vraiment parce qu'il y a une grande saleté. Et nous avons aussi le problème de la route qui traverse la cité Pont-Fachi, qui sépare l'USTEP vers la cité Manika. Depuis l'année là que le bourgmestre de la commune de Dulala a déjà arrangé de son côté. Il reste que la commune Manika puisse prendre les relais pour que cette route puisse atteindre 3Z. Ça fait combien de temps que ces ponts n'est pas opérationnel, M. Silas? Je dirais après les élections de 2023. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Dans les deux communes n'ont pas réussi à trouver une solution par rapport au cas du pont Fachi. Soyons pratiques. Oui. La commune de Dulala a déjà fait son travail jusqu'à côté du pont là. C'est la commune de Manika qui est censée terminer de ce côté. Je dirais que c'est la commune de Manika qui ne fait rien. Mais où en sommes-nous avec ces dossiers? C'est un problème juste de la route, soit c'était question de délocaliser les gens qui habitaient juste là où on devrait ériger une route. Ils ont fait avec des familles. Oui. Je ne dirais pas c'est quoi, c'est manque de volonté. Sûrement, la commune n'a pas de compétences à 100%. La mairie devrait emboîter le pas parce que la mairie gère les deux communes. Je voulais dire, le maire est censé appuyer la commune de Manika parce que dans les ondits, je ne suis pas du domaine, on nous dit la commune de Dulala a beaucoup de redevances plus que la commune de Manika. Oui. Ça signifie comme la commune de Manika n'a pas beaucoup d'argent, la mairie devrait suppléer, accompagner la commune de Manika pour que ce travail-là puisse s'avoir. Parce que construire sans terminer, c'est détruire. Et ça fait honte. On donne les noms du président à un pont, on dit pont Fachi, et le pont n'est pas terminé. Moi, je m'attendais qu'il allait terminer vite lors des inaugurations des histoires qui n'ont jamais été utilisées. Les chefs d'État devraient passer là pour voir qu'est-ce qui a été fait. On lui dit, voilà le nom de ce pont qu'on a déjà doté. Ce pont s'appelle Fachi Béton que tu es là, qu'il inaugure ça, mais ça n'a pas été parce que c'est une distraction pour eux apparemment. Merci beaucoup. Nous allons aborder notre premier thème qui parle de la situation sécuritaire à Kolwezi. La population est-elle abandonnée à son triste sort depuis plusieurs mois? Il y a en tout cas un climat incertain qui ne rassure pas les Kolweziens. Un climat de terreur, les chégués, les bandits, des cambriolages. On assiste à tout cela. Monsieur Jacques Lemaire, une question directe. À qui la faute si la ville de Kolwezi est en train de traverser une telle situation? Moi, je dirais que la faute, elle est partagée. On ne peut pas ici dire que la population est abandonnée à son triste sort alors que nous voyons les efforts du gouvernement. Nous avons vu récemment le ministre de l'Intérieur lui-même entrer sur la route la nuit afin de pouvoir inspecter en fait le travail que le service est en train de faire. Nous avons vu récemment la gouverneure inaugurer les travaux de la ZEA qui est à Kassoulou. Tout ça, c'est pour donner en fait à un grand nombre de gens de travail. Comme nous dirons ou nous disons tous ici que non, le chômage crée aussi l'insécurité. Ça, et c'est un fait. Mais nous voyons là-bas que le gouvernement provincial multiplie ses efforts afin de pouvoir rétablir la sécurité dans sa province. En parlant des efforts, il y a eu une opération de bouclage qui a été organisée il y a quelques jours. On a vu beaucoup de jeunes être arrêtés par la police et les FARDC. Mais est-ce que ces efforts sont suffisants pour rétablir la sécurité? Ces efforts ne sont pas suffisants. Nous devons multiplier des stratégies. Mais la population doit rester aussi, doit collaborer avec les services. On a vu les gens ou les jeunes arrêtés, mais les parents de ces jeunes-là viennent et déclarer innocence. Alors que nous avons des preuves, il y a des preuves qui montrent que ces jeunes-là, ce sont eux qui créent l'insécurité dans la ville de Kolwezi. Alors, si nous avons des preuves, nous avons des jeunes qu'on a arrêtés et que vous, parents, vous ne voulez pas collaborer avec les services, à un moment, livrer peut-être son enfant délinquant, son enfant malfaiteur, c'est ajouter un plus à la sécurité de la ville de Kolwezi. Mais si nous déclarons tous à chaque fois que ces enfants-là sont innocents, alors qui crée de l'insécurité? Ça, c'est une question que nous nous posons tous. Vous dites que le gouvernement provincial est en train de fournir beaucoup d'efforts, mais juste au courant de la semaine qui vient de s'écouler, on a vu
des cas de cambriolage, même au centre-ville, là où on n'a jamais connu ce genre d'acte. Est-ce que c'est suffisant, comme je l'ai dit? Colosi aujourd'hui est envié de tous. Vous voyez, il y a un mouvement de la population qui vient de partout. Alors, face à ces mouvements-là, ils viennent et on ne sait pas peut-être les encadrer, on ne sait pas peut-être les identifier. C'est comme ça, je n'ai pas dit ici que le gouvernement, ou soit le gouvernement n'a pas tort. J'ai dit les responsabilités sont partagées. Mais nous voyons les efforts du gouvernement, sur terrain d'ailleurs. Alors, on peut dire que le gouvernement fait des efforts pour en fait, rétablir la sécurité dans la ville de Colosi. Merci beaucoup, M. Jacques. M. Joao Domingo, on parle là de l'exode rural qui serait aussi parmi les causes de l'insécurité à Colosi. Comme l'on dit, gérer, c'est aussi prévoir. Comment vous, étant du mouvement citoyen, vous analysez cette situation sécuritaire qui devient presque chaotique à Colosi? Merci, Chérif, pour la question. Vous savez, lorsque le problème est mal posé, c'est que ça va être difficile de pouvoir trouver des solutions. Ici, le gouvernement, effectivement, est en train de se battre, bec et ongle, pour mettre fin à cette recrudescence de l'insécurité. Mais malheureusement, le gouvernement ne s'attaque qu'aux conséquences. Ah bon? Justement. Vous voulez dire que le gouvernement ne prévoit pas? Non, mais il n'y a pas une approche allant dans ce sens, malheureusement. Donc ici, il faut commencer par se poser de vraies questions. Les vraies questions, c'est lié notamment aux causes en fait, qui favorisent cette insécurité. Nous avons le chômage. Le chômage est une des causes qui est à la base de l'insécurité aujourd'hui. Nous avons les déplacements. C'est vrai qu'il y a l'article 30 de notre Constitution qui confère à tout Congolais le droit de pouvoir circuler en République démocratique du Congo et d'établir sa résidence en République démocratique du Congo. Mais cependant, il faudra qu'il y ait un édit au niveau provincial pour pouvoir régulariser ces déplacements-là. Nous avons, par exemple, la ville de Colosi a une démographie extrêmement importante et l'effectif des agents de l'ordre n'est pas adapté au nombre de la population. Mais on a vu le ministre provincial installer les conteneurs dans différents quartiers qui feraient objet des sociates. Jusque-là, malgré tout cela... Non, mais pourquoi on assiste alors à cette insécurité? Si vous estimez que le fait de placer le conteneur partout ferait baisser le taux d'insécurité. Donc ici, j'étais en train de parler de causes, nous avons un effectif de la police qui n'est pas capable de pouvoir supporter ou n'est pas adapté justement, n'est pas adapté au nombre de la population. La police de proximité n'existe pas. Donc malheureusement, on a des dirigeants qui, au lieu de s'attaquer aux causes, mais s'attaquent aux conséquences. Et vous voyez que beaucoup d'efforts sont en train d'être faits. Malheureusement, les résultats n'ont pas d'efficacité. Et au ministre de l'Intérieur, au maire de la ville par exemple, qui s'adonne à un certain spectacle où quand vous arrêtez des gens, vous les présentez directement à la télévision, sans que leur culpabilité ne soit prouvée par la justice. Et cette manière de faire, peut-être, c'est une façon de dire ou de montrer à ceux qui s'adonnent à cette pratique d'être découragés. Malheureusement, selon vous, c'est un spectacle? Oui, c'est un spectacle. Mais parce que le fait, monsieur Domingo, la population a besoin d'être rassurée qu'on a arrêté quelques malfrats. Mais depuis qu'on a commencé à les arrêter, quelles sont les conséquences de ces arrestations-là? Vous conviendrez avec moi que plus on les montre à la télé, plus l'insécurité grandit. Donc ici, le ministre doit faire réellement son travail et non... Est-ce que c'est la responsabilité seulement du ministre de l'Intérieur? Bon, il y a la mairie, il y a le gouvernement provincial dans son ensemble et il y a aussi notre responsabilité, nous, en tant que citoyens. Nous avons une responsabilité. Mais la grande responsabilité revient à l'État. C'est l'État qui a plus de moyens. Hein? On parle de moyens coercitifs capables de mettre fin ou de juguler à ces fléaux
qui gangrènent la ville de Kolwezi et ses environs. Merci beaucoup, M. Silas, votre lecture par rapport à la situation sécuritaire à Kolwezi. Merci beaucoup, bon journaliste. Je voulais dire sincèrement que l'insécurité vient de monter au créneau là-bas. Depuis, Lualaba est devenu la ville reconnue sous statut où il y a le maire, il y a les gouverneurs provinciaux, les consorts. C'est une fois dans l'histoire que la ville de Kolwezi puisse atteindre ce niveau-là. Ah bon? Oui. Ça ne s'est jamais produit? Non, non. Quelqu'un ne me dira pas le contraire qu'à Kolwezi, dans une semaine, dans les centres-villes, où à 14 heures, on abat un jeune garçon sur ce FAO, où il y a eu cambriolage d'un cambiste. Les motards se mobilisent pour suivre les malfrats. Ils arrivent à un endroit où le malfrat sort de sa jeep, il pointe à bout portant sur les motards et il doit succomber sur place vers 14 heures dans cette ville. En plein jour? En plein jour. Où c'est? Là où il y a un supermarché, il y a quel marché? Oui. En face avec ce FAO. Le même jour, sur Mandrandel, à 16 heures, avant Moutouche, sur le 31 plutôt, on abat un monsieur qui est entré dans le cabine pour transférer ou retirer son argent à bout portant. Le même jour. Papa, depuis quand où il y a tout le monde, quand je dis tout le monde, les services de sécurité est là. Et comment chez nous à Kapanga, chez nous à Dilolo, chez nous à Lubudi. Mais monsieur Silas, qu'est-ce qui explique ces contrastes en sécurité justement à Kolwezi? Pourquoi la détérioration de cette situation sécuritaire? Les scénarios, quand vous voyez chez les autorités qui nous gèrent, vous trouverez tant de policiers, même dans leur cortège. Les Chinois avec les gardes. Allez-y dans les entreprises, vous trouverez des militaires et des policiers en grand nombre. Et dans la ville, ils ne sont pas là. On se pose mille et une questions. Ils font quoi dans les entreprises? Comment protéger une seule personne par 10 ou 15 policiers? Parce que ce sont les élus. Qui est sécurisé par 10 personnes? Bon, je dirais, le gouverneur, lui, le président de l'Assemblée. C'est une grande personnalité quand même. Il ne peut pas avoir plus de 50 ou 40 policiers à lui seul. D'abord, dans un pays où elle est notre soeur, elle est notre mère, avoir beaucoup de policiers, qu'est-ce qu'elle craint? Parce qu'elle est chez elle. Moi-même, je fais sa sécurité. Je ne peux pas voir un malfrat vouloir faire du mal à ma soeur qu'elle est, ma mère qu'elle est, et je laisse passer. C'est moi qui sera perdant parce qu'elle est à la baie comme moi. Maintenant, qu'est-ce qui explique? C'est la faute à qui? Si Kolwezi est en train de traverser vraiment cette situation sécuritaire. Bon, bon shérif, je vais dire une réalité. Est-ce que dans le sud minier, il est autorisé d'avoir des efforts de tenue militaire? Mais vous avez suivi le chef de l'État ordonner le retrait des militaires. Est-ce que ça a été fait? Ou bien c'était les scénarios parce qu'ils ont parlé aux médias? Les militaires n'ont pas encore quitté le site. Attendons voir. Parce que là, on nous dit qu'on vient d'abattre un creuser à l'huile. Quand vous parlez d'abattre quelqu'un avec l'arme, c'est pas celui-là qui a eu l'arme. C'est pas shérif. Ou c'est pas Domingo. C'est un militaire ou un policier. Ça signifie ils sont censés aider le gouvernement en commençant par eux-mêmes pour que nous puissions les accompagner. Nous sommes là pour leur dire là où ça va, là où ça ne va pas. Pourquoi? Moi, dans mon parti, nous faisons l'opposition républicaine. Là où ça va, j'applaudis. Là où ça ne va pas, je critique. Je donne les pistes de solutions pour que les choses aillent mieux. Je dirais, le militaire, les policiers sont plus communérés qu'à la population que nous sommes. Pourquoi? Les entreprises ont beaucoup de gardes militaires que les gardes industriels. Merci beaucoup. Là où il y a la différence. Merci beaucoup, Monsieur Jacques Lemaire. Je reviens à vous. Dans cette ville de Kolwezi, nous avons d'abord le gouvernement provincial qui, dans le secteur de la sécurité, nous avons un ministre de l'Intérieur. Nous avons la mairie de Kolwezi qui a une police aussi au niveau de la ville. Nous avons les deux communes d'Ilala et Manika. Et je rappelle ici que ce sont les communes qui bénéficient de la redevance minière. Qu'est-ce qui explique ces contrastes avec tout l'argent qu'il y a à Kolwezi, avec la redevance minière, mais on n'arrive pas à résoudre un problème de sécurité? Moi, je pense qu'il y a un sabotage. Qui sabote quoi? De l'action publique, l'action du gouvernement, puisque avec les efforts que nous voyons du gouvernement provincial, avec les moyens que le gouvernement provincial est en train de mettre dans le budget de la sécurité de la province, on ne peut pas croire que Kolwalaba ou dans la ville de Kolwezi, qu'il
il peut y avoir ou ces taux d'insécurité qui sabotent, on ne sait pas ici. Si le gouvernement provincial est en train de fournir, je vous relance, si le gouvernement est en train de fournir autant d'efforts, est-ce que la mairie fournit également le même effort et les deux communes? Nous voyons aussi la mairie avec sa réunion de sécurité et chaque semaine, la mairie peut-être est en train aussi de mettre les moyens en place, mais aux militaires qui bénéficient de ces moyens, qu'est-ce qu'ils font? C'est comme ça que j'établis ici l'effet du sabotage. Mais les militaires obéissent à des commandements des politiques. Ils obéissent, est-ce que ce n'est pas un problème de politique? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font quoi sur le terrain? Vous êtes conscient ici avec nous que plusieurs cas d'insécurité, la population témoigne que ce sont des militaires, ce sont des policiers. Vous voyez, en fait, l'ordre peut être bien donné, mais l'action peut être mal exécuté, vous comprenez? Alors, c'est ce sabotage que nous disons. Si vous voyez à chaque fois Chipuki ou Moussonoy, la jeunesse s'élève, l'insécurité, on brûle les pneus, on casse les vitres des particuliers. Nous, on peut croire qu'il y a l'instrumentalisation, vous voyez? Ah bon? Comment se fait-il qu'il n'y a que là-bas et à tout moment là-bas, alors que les efforts sont en train d'être fournis? Vous voyez? Ouais. Et qu'est-ce que justifie à ces jours? Nous saluons la décision du président de la République. Il a aussi compris au niveau national que les militaires qui sont dans des carrières doivent rentrer à la Mais est-ce qu'ils ont déjà quitté de la population. C'était une décision et nous attendons l'exécution. On a vu le général Edi Kapen aussi relayer les messages. Et donc nous attendons observer en fait que les militaires puissent obtempérer à la décision du chef de l'État. Merci beaucoup, M. Domingo. Qu'est-ce qui explique les silences de l'Assemblée provinciale, des députés provinciaux que nous avons ici au Lualaba face à cette situation sécuritaire? Déjà que je voudrais bondir sur ce que j'ai entendu parler de la part de M. le maire, quand il dit que le président de la République a dit ainsi de suite. Ce n'est pas la première fois que le président de la République se prononce. Ce n'est pas la première fois qu'un membre du gouvernement se prononce. Il n'y a pas longtemps qu'avant-hier, c'était le ministre de la Justice qui a ordonné à ce que tous les militaires qui se retrouvent dans le site minier dégagent. Malheureusement, nous avons assisté à quelque chose qui est contraire de ce que le ministre a dit. Donc, non, moi je ne note pas dans ce débat de sabotage ou pas, parce que là, quand il s'agit de sabotage, je dois avoir des éléments qui prouvent qu'effectivement il s'agit d'un sabotage. Moi je le dis au début, quand j'ai pris la parole, j'ai dit le problème est très mal posé. On s'attaque plus en conséquence. Ce qui veut dire qu'il y a un problème de gouvernance. Il y a un souci de gouvernance. À quel niveau? Déjà que quand vous lisez la loi, le programme de madame du gouvernement provincial, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas où les questions n'ont pas été, où les bases n'ont pas été bien posées. Les bases de quoi? Les bases, par exemple, liées à la démographie. Parce que Kolwezi, c'est une ville de plus en plus cosmopolite, avec tout ce que nous avons comme minerais. Il fallait qu'il y ait un mécanisme pour permettre à ce que, quand les gens viendront, qu'il y ait quand même un climat de pays. Mais on ne peut pas faire de Kolwezi une république à part. La Constitution autorise à tout Congolais de s'installer partout sur le territoire national. Mais cependant, à partir du moment où il n'y a pas un édit au niveau provincial qui régularise ces déplacements-là, ça peut être une des conséquences de l'insécurité que nous avons aujourd'hui. Alors, quand il a dit qu'il s'agit d'un sabotage, il ne s'agit pas d'un sabotage. Mais comment, attendez, je vous relance, Monsieur Domingo. Monsieur Domingo, comment est-ce que dans d'autres pays, vous trouvez le Qatar, par exemple, vous allez à Dubaï, ils ont réussi à résoudre la question de la situation sécuritaire, eux, grâce seulement au pétrole. Nous avons ici les cobaltes et les cuivres qui jouent un grand rôle dans la transition énergétique. Comment aussi on ne peut pas réussir à imposer un système de sécurité qui soit confiant et qui peut mettre tout le monde en paix? C'est un problème de vision.
Lorsque vous adhérez à des postes de responsabilité, vous n'avez pas de vision. C'est que vous allez doiter les autres ou vous allez jeter la responsabilité chez les autres au lieu de s'assumer. Alors, quand vous avez parlé de l'action de parlementaires, ce ne sont pas des gens qui sont là pour nous, c'est des affairistes. Il n'y a pas longtemps que vous avez suivi que le président de l'Assemblée provinciale a dit que où nous allons, il y a une certaine incertitude. Et que lui n'a pas de quoi survivre. Donc, quand vous analysez, des fois on comble sa déclaration, vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas là pour nous. Ça, c'était dans un autre contexte, M. Domingo. Ce n'est pas par rapport à la sécurité. Non, mais il s'agit des députés. Leurs paroles ont une importance capitale. Ouais. C'est que le fait de dire à haute voix ce qu'il a dit prouve que ceux qui se trouvent à l'Assemblée provinciale ne foutent rien. Merci. Et ils sont là que pour leurs propres intérêts. Merci beaucoup, M. Domingo. M. Silas, qu'est-ce qui explique ces contrastes? J'ai expliqué ici que le Colosie bénéficie d'une grande défense minière, la Provence, la mairie, les deux communes, mais on n'arrive pas à résoudre le problème de la sécurité. Merci beaucoup, M. le journaliste. Voilà un peu le scénario. Ouais. Tu verras que le gouvernement provincial, les entités territoriales décentralisées, n'a que des regroupements qui gèrent ça. Gouverneur A24 ou A25, je ne maîtrise pas bien. Vice-gouverneur IDPS, maire IDPS, maire adjoint IDPS, bourgmestre commune de la IDPS, bourgmestre adjoint IDPS, commune Manika, bourgmestre A24 ou A25, adjoint A24 ou A25, Fungurume IDPS, Muchacha IDPS. Bon, si c'était moi, j'allais me battre bec et ongle. Pour rendre hommage à ma Fifi qui m'a donné ce poste. Ça même qu'il m'en a Donner parlé. quel poste? Je dirais les ministres qui sont là. Ah, ok, d'accord. Je dirais les bourgmestres qui sont là. Parce que Non, ce n'est pas elle qui nomme les bourgmestres. non, il y a des quotas et des propositions. Je vous ai cité, non? Il y a les membres de l'IDPS qui sont bourgmestres et maires. Donc, selon vous, c'est un échec du régime, c'est ça? Je ne suis pas encore arrivé là. Laissez-moi d'abord vous démontrer. Et vous comprendrez que le chef de l'État n'a même pas à dire à Colosie. Non, Pour la non, gouverneure, on ne peut pas accepter ça. Le chef de l'État n'a pas à dire à Colosie. Oui. Comment ça? Il y a ce qu'on appelle transcendance du pouvoir. Le maire de la ville de l'IDPS, il a l'idéologie de Fachi. Inutile que Fachi parle. Que fait Fachi? Moi, comme du Soudan du Fachi, moi, comme membre nommé par Fachi avec confiance, on a milité ensemble dans le parti. Papa, je dirais que tout ce monde que je vous parle, il y a ceux qui incarnent l'idéologie de l'IDPS, le peuple d'abord, et il y a les gens qui sont venus chez Fachi pour conserver leur pouvoir, manger et partir. Ils ne sont pas les gens qui ont le sang de l'IDPS. Mon exemple, admettons que Moïse prend le pouvoir aujourd'hui, tu me vois, moi, c'est là, c'est des côtés. On prend les messieurs si on les met. Est-ce que lui a l'idéologie de l'ensemble? En parlant de l'idéologie ici à Colosie, dans le Lualaba, nous avons également les députés de l'opposition. Je vais. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui les silences des députés qui sont à l'opposition? Merci. Je vais aller tout droit, mais je ne suis pas député. La réalité qui se passe là, c'est tout autre que ce que nous savons. Mais les députés doivent s'assumer. La population leur a fait confiance. Même s'ils sont à 5, même à 7, ils sont censés parler au nom du peuple pour dire ce que vous faites, nous ne voulons pas. Que le peuple voie les députés les défendre. Crier. Ce n'est pas à moi de leur dire quoi faire parce qu'ils savent ce qu'ils font. Ils sont élus au nom de Katumbi, au nom de l'opposition. Parce que d'ici là, ils reviendront. Quel message qu'ils vont donner aux électeurs qui les ont élus? Je rappelle que vous êtes du parti Ensemble. Oui. Et ici au Lualaba, nous avions les députés de votre parti politique Ensemble. Oui. Pourquoi ils sont silencieux? Non. Admettons qu'ils parlent. Oui. Admettons qu'ils parlent. Ils sont à combien? Ensemble, là, que 4 députés et 3 alliés. Ce qui fait le nombre de 7. J'ai déjà vu, moi, un député d'Ensemble parler. Et lors des votes, ça devient une goutte d'eau dans l'océan. Ça signifie, ça ne passera pas. Mais au moins, il a parlé. Il a parlé quand Il y a même. d'autres mécanismes, M. Silas, je vous relance, qui permettent aux députés de s'exprimer, par exemple, interpeller le ministre sectoriel. Pour que les ministres puissent répondre à une interpellation, ça passe par vote dans l'Assemblée. Oui. Est-ce qu'il y a eu cette initiative? Il peut y en avoir des fois que je peux vous rappeler. Oui. Excellence Zaïng avait déjà initié, les députés d'Ensemble avaient déjà initié pour qu'on interpelle le ministre des Infra,
On interrompt ça avec une motion incidentielle. Pas. C'est tombé. Je voulais vous dire, ils passent par vote. Comme ils savent, beaucoup de ministres sont des lions sacrés. Les uns à 24 à 25, les autres IDPS, ils se protègent. Logiquement, avec ce qui se passe, Que faire pour que la situation sécuritaire on devrait d'abord rétablie interpeller le ministre de l'Intérieur, qu'on l'interpelle Par qui? par les députés. Ouais. Kasseya a été élu par le peuple, il doit protéger son électorat. Lui-même, Roy a été élu par le peuple, il doit faire un effort de protéger son électorat. Maman gouverneur, même chose. J'ai vu VPM avec la majorité qu'ils ont au Parlement. Il a été interpellé, il a quand même parlé. Parce que pour moi, lors de la nomination de l'excellence Roy, j'étais sûr qu'il va faire Oda. Aujourd'hui, vous êtes déçu? Totalement déçu. Je ne sais pas, c'est l'entourage. Je ne sais pas, comme l'autre l'a dit, parce qu'il faut qu'on puisse dire la vérité, nous sommes devant les médias, les gens nous écoutent. Si c'est la trahison, comment sanctionner quelqu'un qui parvient à trahir? Merci beaucoup. Nous allons peut-être parler sur ces sujets dans la partie conclusion. Le temps nous fait défaut. Parlons du dialogue inclusif qui a été annoncé en République démocratique du Congo, qui va finalement réussir à imposer son agenda. Nous avons des acteurs majeurs, M. Jacques Lemaire, Félix Tshisekedi, qui a un projet du changement de la Constitution selon le membre de son parti politique. Pensez-vous qu'il va abandonner le projet du changement de la Constitution au profit du dialogue, par exemple? Les pays d'abord, la paix d'abord. Alors, le projet du changement de la Constitution sera un point aussi traité dans le dialogue. Alors, pour le moment, tout Congolais ne jure qu'au dialogue. Alors, si on peut relever ici la question du changement de la Constitution, je pense qu'il faut attendre. Est-ce que ce n'est pas la ligne rouge que l'UDPS ne va pas accepter de franchir? Vous avez suivi Augustin Kabouya qui a dit clairement il ne va jamais abandonner le projet du changement de la Constitution. Vous savez que dans cette situation, aucune partie n'a la force sur l'autre partie. Ah bon? Oui. Malgré que c'est le gouvernement qui convoque le dialogue? Malgré que c'est le président qui a voulu ce dialogue, il n'a pas la majeure partie du pouvoir. Ouais. Tous ont le pouvoir de décider, tous ont le pouvoir de pouvoir imposer leur disposition ou leur décision. Certes, mais il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Il y a des limites qu'il ne faut pas franchir, mais on doit donner en fait le pouvoir à tout le monde. Aujourd'hui, on parle de Joseph Kabila qui est condamné à mort, on parle de Corneille Nangaa ainsi que d'autres acteurs majeurs. Pensez-vous que Tshisekedi va accepter de dialoguer avec ces gens-là? Je pense que ce n'est pas une première en République démocratique du Congo. Nous avons des ministres qui étaient rebelles hier et aujourd'hui ils sont au pouvoir au nom de la paix. Au nom de la paix, nous allons en fait négocier même avec les diables au nom de la paix. Chacun a ses revendications. On est réellement des vrais Congolais et des vrais patriotes. Chacun a ses revendications. Je vous relance. Chacun a ses revendications. Je parle ici des acteurs politiques majeurs qui pourraient bien sûr participer à ces dialogues, malgré que certaines personnes parlent qu'il faut exclure certains du dialogue. Vous en pensez comment? Il faut écarter ceux qui ont pris les armes, par exemple? S'il faut écarter ceux-là qui ont pris les armes, donc il faut écarter aussi certaines têtes du gouvernement. Là, nous parlons au nom de la paix, au nom de la République démocratique du Congo. Alors, tout ce qui va nous amener à la paix au Congo et à récupérer les parties occupées par les rebelles, en tout cas, nous sommes prêts à dialoguer. Ah bon? Même avec le diable. Monsieur Jacques Lemaire, il y a eu d'autres négociations qui ont été lancées depuis longtemps. Aujourd'hui, on veut parler d'un dialogue entre Congolais, un dialogue inclusif, mais parlons des négociations qu'il y a eu. Doha, Washington, Luanda et consorts. Ces négociations, jusqu'à ce jour, peut-on parler d'un échec? On ne peut pas parler d'un échec puisque les négociations continuent, mais les problèmes des Congolais appartiennent aux Congolais. C'est comme ça que le président a compris. Si le président continue de dire... Attendez, je vous relance. Le président qui a initié, bien sûr, on ne peut pas parler du dialogue, on peut parler des négociations entre le M23 et Kinshasa au Qatar. Ces négociations jusqu'à ce jour n'ont pas produit des résultats que les Congolais attendaient. Qu'est-ce qui vous rassure cette fois-ci que si on appelait le M23 à la table du dialogue avec Kinshasa, il y aura une solution à la crise? Moi, je pense que chaque parti a un agenda et ils vont exposer leur agenda et puis dialoguer. Nous parlons du dialogue, nous parlons de la négociation afin
de pouvoir déboucher à une paix totale. Qui part en position de force par rapport à ces dialogues? Tous ils sont en position de force. Il y en a ceux-là qui occupent une partie de la République et il y en a ceux-là qui gèrent aussi une partie de la République. Ici, ils doivent tous enlever leur orgueil. Je suis président, je suis membre de tel. Enlevons tout ça au nom de la paix, au nom de la RDC et mettons-nous sur une même table afin de pouvoir rétablir la paix pour que nos amis et nos familles qui sont en brousse aujourd'hui puissent retrouver leur maison et leur vie normale. Il y a eu plusieurs rapports qui ont affirmé que le Rwanda est en train de soutenir le mouvement AFC M23, notamment le rapport de l'ONU. Pensez-vous que le Rwanda plutôt l'AFC M23 va présenter les revendications de Kagame lors de ces dialogues? Nous allons parler de la RDC. L'AFC M23, les animateurs sont des Congolais. Alors nous allons parler de la République. Au nom de la République, nous allons déboucher à une solution palliative. Merci beaucoup, Monsieur Jacques Lemaire. Monsieur Joao Domingo, on parle du dialogue. Il y a le C64 qui est en train de revendiquer qu'il ne veut pas qu'on touche à la Constitution. En tout cas, pensez-vous que le président Félix Tshisekedi va abandonner le projet du changement de la Constitution justement pour dialoguer? Merci beaucoup, cher shérif. Je crois que le président de la République a intérêt au nom de la paix, à abandonner ce projet de changement de la Constitution. Sinon, nous tournerons en rond et nous jouerons les jeux de l'ennemi. Donc ici, je crois que les concessions doivent caractériser les acteurs qui vont prendre part à ces dialogues. Donc n'y allez pas entre guillemets en position de force ou en position de faiblesse. Personne n'est faible, personne n'est fort. Et c'est le Congo qui reste notre patrie, notre mère patrie. Sinon, comme je le dis, on risquerait de jouer au jeu de Kagame. Parce que pendant que vous refusez de transcender vos égos, eh bien, Kagame continue à exploiter. Vous avez suivi le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui a dit que le dialogue sera convoqué selon les modalités que le chef de l'État va présenter. Non, je crois que le chef de l'État n'a pas peut-être dit ça, parce qu'il faudra noter que dans les sorties médiatiques de Mouyaya, il y a beaucoup de choses que nous nous reprochons. Ah bon? Mouyaya vit à Kinshasa, il est à tout le temps dans le bruit. Dans le bruit? Ouais, tout le temps il est dans le bruit. Tout le temps il est dans le bruit. Donc c'est difficile pour lui d'avoir de la compassion à certains de ses compatriotes qui passent de moments extrêmement difficiles. Donc ici, je crois qu'il n'y a pas plus grand, il n'y a que le Congo qui est plus grand que les autres. Est-ce que pensez-vous que le président Tshisekedi va dire qu'on ne peut pas dialoguer, par exemple, avec ceux qui ont touché les armes? Je ne comprends pas les raisons qui pousseraient le président de la République à ne pas... Par exemple, accepter. pour former un front, je ne sais pas, un camp des patriotes, quelque chose comme ça. Non, même les patriotes ne sont pas seulement ceux qui sont au pouvoir. Parce que il faudra vous rappeler que ceux qui tuent à l'Est ne sont pas différents de ce qui volent, de ce qui pillent l'argent de l'État, qui sont au gouvernement. Ah bon? Parce que l'argent qui est destiné à construire des hôpitaux est détourné. C'est tuer les Congolais. L'argent qui est affecté, qui doit être en principe affecté à l'éducation est détourné. Là, c'est tuer le Congolais. Donc ici, il n'y a pas de parfait, il n'y a pas d'ange, il n'y a pas également de diable. Tous, nous sommes Congolais. Et c'est le Congo qui est plus grand que nous. Bien avant de prendre M. Silas, vous avez suivi José Makila qui est en train déjà d'analyser certaines personnes, c'est pas seulement lui, certaines personnes qui disent que la SEMCO et l'ECC qui est affectée à la médiation semblent déjà avoir de parti pris. Bon, je ne sais pas quelles sont les raisons qui lui poussent à réfléchir de cette manière, mais nous pensons que la SEMCO joue toujours un rôle très important pour retrouver la paix. Et toutes les fois que la case prend feu, c'est la SEMCO qui vient avec devoir. Merci. Donc ici, cracher sur la SEMCO, c'est avoir une mémoire courte, je voulais dire. Merci beaucoup, M. Silas. La RDC fait face à une agression imposée par le Rwanda. Pensez-vous que le C64 va accepter l'agenda du pouvoir?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voulais vous dire une réalité. Quand on est dans une telle situation, on est obligé, au nom de la paix, d'accepter toute directive pour trouver une solution durable. Vous comprendrez avec moi qu'aucun président en RDC n'a pu gouverner avec des conflits, avec sa propre décision. Ça a toujours été comme ça. Moi, je suis né à l'époque de Mobutu. J'ai connu Mobutu en étant d'abord jeune. J'ai connu Mouzé, j'ai connu Kabila, fils, j'ai connu Félix. Regardez l'hypothèse. Refuser les dialogues, amener les agendas, nous ça importe paix. Nous voulons la paix. Pourquoi? Parce que la paix à quel prix? La paix avec le prix de l'amour du patrie, de la volonté. Mais on sait tous, monsieur Silas, que le Rwanda est en train de nous agresser. Le Rwanda est en train de manipuler certains Congolais pour congoliser l'agression. Pourquoi pas former un bloc derrière le président Félix Tshisekedi? On change la constitution et les C64 soutient le changement de la constitution? Monsieur Jean, c'est là il y a un problème. Regarde l'hypothèse. Tout ce monde-là qui entoure Félix aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui ont élu Joseph Kabila en erreur hier quand il était au pouvoir. Les gens qui ont milité avec Félix pour défendre la même constitution sont restés à compter au bout des doigts. Est-ce que vous avez suivi Augustin Kabouya? Je l'ai suivi, oui. Il a dit que l'UDPS ne va pas abandonner le projet du changement de la constitution. Il se trompe. Vous étant du C64, de la C64, vous en pensez quoi? Nous allons en finir par les dialogues. Qu'est-ce que je veux dire? Vous allez imposer votre agenda? Non, on n'impose pas. Nous voulons être autour d'une table. Nous avions quelques lignes à donner. Et il a des lignes à nous donner et il y aura un terrain. Je vous donne un exemple. Regardez, quand vous parlez de Kabila, quand vous parlez de Nanga, ce n'est pas Moïse qui tue à l'Est, ce n'est pas Tshisekedi qui tue à l'Est, ce n'est pas Kamere qui tue à l'Est, ce n'est pas tel qui tue à l'Est. Dans le même gouvernement, il y a des vice-premiers ministres qui ont déjà coulé le sang de ces Congolais dans ce pays. Ils sont aux affaires. Au nom de la paix, on les a appelés. Pourquoi pas faire avec Nanga? D'ailleurs, moi, j'attends ce scénario-là, qu'on demande à Nanga, Nanga, tu avais proclamé le chef de l'État actuel en 2018 comme élu du peuple. Et si on fait cela, le Rwanda va arrêter de nous agresser? Souvent, moi, je me rends compte que les Rwandais se cachent derrière nous, Congolais. Les Rwandais, moi, vous ne me direz pas où est-ce que vous avez trouvé Kagame avec l'arme. Vous parlerez de Nanga, vous parlerez de X, mais les Rwandais derrière, ils sont utilisés par les Rwandais. Admettons qu'aujourd'hui, qu'on soit autour d'une table, on dit à Nanga, Nanga, dis-nous, tu reproches quoi à ton frère? Tu le laisses à Kinshasa, tu pars tuer les innocents à l'Est. Nanga a un message à nous dire. Je le fais parce que. Tu as mal procédé, tu n'allais pas verser du sang. Et cela va empêcher le Rwanda d'agresser la RDC? Admettons que Nanga se réconcilie aujourd'hui avec son frère Tshisekedi. Qu'il soit comme en 2018, lors de la fête qu'il y a eu quand il a été proclamé président. Les Rwandais se cachent derrière qui? Ils ne vont pas utiliser quelqu'un d'autre? On va encore l'appeler. Et on va dire... Et ça sera un scénario de dialogue. Évitons de sacrifier votre pays pour vos intérêts égoïstes. Nous sommes les patriotes, nous devons défendre le pays. Et ça sera, monsieur Silas, ça sera un dialogue. Quelqu'un prend les armes, on l'appelle, on dialogue, on lui donne un poste ministériel. Demain, quelqu'un d'autre va prendre les armes. Ça sera un tel scénario. C'est là où je voulais chuter. Je voulais dire ceci, monsieur le journaliste. Vous vous rendrez compte que c'est devenu l'habitude. Pour avoir l'accès à la gestion de la chose publique vite, il faut aller vers l'Est. Il faut faire les garde-fous. Ça signifie quoi? Lors de ces dialogues, qu'on en parle, qu'on en tienne compte. Parler de quoi? De ces gens qui trahissent la nation. C'est ce que l'opposition veut. Sincèrement, moi je veux dire, Félix partira. Ouais. Qu'il y ait dialogue ou pas, qu'il puisse faire 100 ans ou 2000 ans, il partira. Félix se bat pour ce pays, la paix de ce pays. Parce que la guerre existait avant que Félix soit né. La guerre a existé pendant qu'il était en dehors de la scène politique. La guerre existait quand il est devenu président et conseiller. Même après son départ, la guerre existera. Ça signifie l'intérêt majeur qu'il a,
Et l'intérêt majeur que nous avons, de l'appuyer, de l'accompagner, de faire disparaître la guerre. L'union fait la force. Je parlais tout à l'heure de processus, des négociations qui ont eu. Pensez-vous que Doha, Washington, c'était des échecs pour qu'aujourd'hui l'on puisse mettre toute l'énergie dans le dialogue entre Congolais? Oui, c'est un échec parce que tout ce qui a été dit là, on ne les a jamais dévalés de 1 à X aux Congolais. On prend que les points essentiels pour nous annoncer. Et vous croyez que si vous voulez aller au dialogue sans Nanga, quel paix qu'on va trouver? Parce que Nanga tue nos frères là-bas à l'Est. Nous devons l'interpeller. Selon vous, Nanga doit participer? Qu'il puisse nous expliquer pourquoi il fait ça à nos frères. D'ailleurs, c'est là chez eux, si je ne me trompe pas. Il est de là. Comment il tue ses frères? Comment? Et quelqu'un qui fait ça, vous voulez l'écarter à une négociation, à un entretien de la famille. Vous êtes dans l'entretien, un coup de fil qui tombe, il y a 16 morts. Vous trouvez quel type de solution? Moi, je demanderais que tous les Congolais, les leaders, soient là, qu'ils puissent traiter, se confesser devant même les Joseph Kabila qui est accusé de soutenir, d'être le chef de l'Est. C'est un scénario réel. C'est Kabila qui avait donné le pouvoir à Tshisekedi. Passation du pouvoir pacifique, un terme que les Congolais n'ont jamais vécu. On doit les mettre quelque part par les prêtres, qu'ils puissent se confesser. Papa, ton frère a donné le pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a eu pour que vous en arrivez aujourd'hui à ce point-là? Merci. C'est ce que tu as un mot à dire. C'est un message aux Congolais. Parce qu'il y a eu un terme que moi, depuis que je tenais au pays, je ne l'ai jamais entendu. Passation du pouvoir pacifique. Ici à Kolwezi, Mouye a bâti ce qu'on appelait tunnel, pont de l'alternance. Ces termes-là sont les deux messieurs qui les ont inventés au pays et qui les ont mis en application. Ils doivent les prouver sincèrement devant les Congolais que nous sommes. Qu'est-ce qui est arrivé pour que ces discours... Est-ce que le C64 est concerné par ce dialogue? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le C64 veut quoi? D'abord, qu'on ne change pas la Constitution. Mais vous avez suivi Augustin Kabouya. Il a dit quoi? Que l'IDPS va se battre jusqu'à ce qu'on change la Constitution. Je comprends. Quand nous avons lutté avec Félix, avec Kabound, à l'époque, nous avions fait ce qu'on appelle RASOP, de toutes forces politiques confondues, de 2016 à 2018 vers la fin, où il y a eu disparition de RASOP vers la Mouka. C'était pour dire non à Kabila qui change la Constitution. Et pourquoi pas aujourd'hui? La force n'est ni dans Tshisekedi, n'est ni dans le C64. La force est dans nous, Congolais. Nous, les Congolais, nous allons dire non au changement. La Constitution n'empêche personne de la gouverner. Kabila voulait se pencher pour dire qu'on change. Ouais. Il s'est rendu compte que ce n'est pas la Constitution parce qu'à la fin, il a manqué 2 ou 3 personnes. Merci beaucoup. Et je crois que le chef de l'État actuel, Tshisekedi, dira un jour, j'ai manqué le vrai Congolais pour que ce pays change. Ça signifie il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Merci beaucoup. L'homme qui n'est pas là encore à la hauteur. Merci. La Constitution, c'est un document que les hommes ont pu donc faire. Vous allez imposer cet agenda. Pas d'imposition, pas de ce qu'on connaît. Là, c'est la collaboration. Merci beaucoup. Écoutez-les après l'autre. Et les prélats vont prier pour chasser les démons de la division, les démons de trahir. Ah, il y a aussi des esprits là-dedans? C'est un esprit qui en profite la vie. Merci beaucoup, monsieur Silas. Tuer n'est pas un chrétien qui peut le faire. Merci beaucoup. Monsieur Jacques Lemaire, on est presque à la fin de cette émission. Votre conclusion sur les 2 thématiques. L'insécurité à Kolwezi, comment sortir de la crise? Doit-on changer des ministres? Doit-on changer le commandement militaire? Qu'est-ce que la population doit faire justement pour que la sécurité soit rétablie à Kolwezi et aussi sur le dialogue? Votre conclusion? Je préfère commencer par le dialogue. L'objectif du dialogue est de rétablir la paix en RDC. Je ne pense pas ici qu'il y aura une partie qui viendra imposer en fait son agenda. Quand on parle du dialogue, on parle de négociation. Et lorsqu'on veut négocier, nous venons tous en position de faiblesse. Aucune partie ne sera en position de force. Et tout ce que Kabouya a dit, moi je considère ça comme des déclarations politiques. Nous cherchons tous la paix. C'est comme ça, peut-être dans ce dialogue-là, on pourra déboucher où toutes les parties peuvent maintenant se mettre d'accord afin de pouvoir changer la Constitution. Ça, on ne doit pas oublier. Vous voyez? Et s'il faut écarter une partie, et moi je pense que ce dialogue doit venir et maintenant mettre fin aux rébellions en République démocratique du Congo. Que personne ne prenne encore les armes. Que personne ne prenne encore les armes. Et cela peut-être peut déboucher au changement de la Constitution.
pour On doit peut-être changer la Constitution. intégrer cet article. Ça n'est pas mon problème. En fait, le dialogue, c'est pour que la paix soit rétablie. Et les Nanga et les autres doivent faire partie dans ce dialogue. L'insécurité à Kolwezi, on doit rappeler les troupes qui sont dans des carrières. Ils doivent revenir à la sécurité de la population. Et les militaires et policiers qui sont à la sécurité des ministres. Vous voyez, un ministre avec 5, 6 policiers, 10 ministres ou 10 policiers. Alors qu'un policier est égal à 10 personnes. Si vous donnez 10 policiers à une seule personne, c'est que vous sacrifiez 100 personnes. Vous comprenez? Que les policiers qui sont à la garde des ministres et de certains directeurs reviennent à la sécurité de la population. Merci. Et nous devons arrêter de saboter les efforts du gouvernement par les services de sécurité et les autres partis. Merci. Merci beaucoup, M. Jacques Lemaire. M. Joao Domingo, votre conclusion? En ce qui concerne la convocation du dialogue, ou le dialogue en soi, il est temps maintenant que cette bêtise finisse une seule fois pour toutes. Cette bêtise de la rébellion ou de rébellion. C'est que quand un Congolais n'est pas content, il sait se faire entendre ou faire entendre sa voix en utilisant les armes. Et ces dialogues, moi je suis de ceux qui pensent qu'ils doivent venir pour mettre cette fois-là des bases afin que cette bêtise s'arrête. Vous vous inscrivez dans la logique qu'on doit dialoguer et puis changer la Constitution? Non, moi je ne suis... C'est là que je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui parce que je ne vois pas un article de la Constitution qui empêche quiconque de mieux faire les choses. Donc ça c'est un débat vraiment des politiques. Hein? Et puis ça dépend de quel côté vous vous trouvez. Mais moi je pense que le changement de la Constitution, on peut peut-être intervenir après. Et il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas non plus la nécessité pour que la Constitution soit changée. En ce qui concerne l'insécurité à Kolwezi, comme je vous ai fait voir que les bonnes questions doivent être posées. Il n'est pas question de changer qui que ce soit. Les ministres sont là, mais les ministres doivent réellement se poser de bonnes questions afin de juguler à cette insécurité qui aujourd'hui est devenue un fléau, malheureusement. Merci beaucoup, Monsieur Domingo. Votre conclusion, Monsieur Silas? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Moi, je dirais, le dialogue, oui, pas de changement de la Constitution. Là, nous serons partants et ça va aller. Le dialogue réunira tous les fils et filles de ce pays pour dire non à la trahison contre notre pays RDC. La vie ou la mort pour le pays. Pour l'insécurité de la province de Lualaba, moi je demanderai, avant que je propose, que le député puisse s'en saisir du dossier, qu'il interpelle le ministre. Le faire partir n'est pas une raison valable parce que le Lualabé, ce n'est pas d'ailleurs lui qui est en train de non, même si quelqu'un est en train de gérer mal, on doit le laisser parce qu'il est Lualabé. Moi, je ne dis pas qu'il gère mal. Je suis devant le micro, je dis qu'on l'écoute. C'est ça l'interpellation. Qu'on lui pose des questions. Pourquoi l'insécurité, pendant la journée, on tue tes frères et l'armée est là, la police est là, qu'est-ce qu'il y a? Soit ils diront, bon, qu'on change d'abord l'équipe des autorités. Parce que tous ces mondes qui sont à la tête de la sécurité ont daté très longtemps dans cette ville, dans cette province. Ils ont 10 ans, 20 ans. Ce n'est pas de la coutume où Moitiav, Moura, Moitiav. Merci. Merci, allez-y, citez, monsieur Silas. La réalité, nous demandons qu'on interpelle d'abord le ministre, qu'il s'explique aussi. Peut-être il y aura le dit qui va l'accompagner pour qu'il y ait la sécurité totale de Lualabé. Merci beaucoup, Monsieur Silas. Merci, Monsieur Domingo. Merci à vous, Monsieur Jacques Lemaire. Merci, chers téléspectateurs et auditeurs. C'est la fin de ces décryptages de l'actualité politique et sociale sur Mikoba Télévision. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Portez-vous bien.